Bon, je voudrais aborder la question de l'Ukraine, la Russie et le monde occidental d'un côté, et les pays, les anciennes colonies françaises en particulier, la Russie et la France. Parce qu'en gros, bon, il y a des gens qui pensent que la Russie est du bon côté à cause de du soutien qu'elle apporte à un certain nombre de pays africains, anciennes colonies françaises en particulier, qui ont réussi à virer la France. Félicitations en passant. Ce que les Français auraient pu faire eux-mêmes, hein, si la gauche française avait pas laissé les pays colonisés par la France se débrouiller tout seul, la France aurait peut-être été virée un peu plus tôt. Enfin bon, ça c'est une autre affaire. En attendant, donc la Russie semble être du bon côté. Donc si elle est du bon côté, c'est qu'en Ukraine elle est du mauvais. Non, c'est qu'en Ukraine elle est du bon côté aussi. Hein, d'accord? Bon. En fait, le problème c'est que le point de base, de départ, c'est que la Russie est comme la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, etc., le Japon, une puissance coloniale. C'est une puissance coloniale depuis longtemps, puisque sous les tsars, elle était déjà. Ils ont colonisé la Sibérie, qui n'est pas son histoire de Euro-Asie, c'est du bidon. Hein. La Sibérie, c'est en Asie, c'est pas en Europe, et c'est pas russe. Même il y a des endroits qui ne sont pas russes et qui sont déclarés russes, mais c'est uniquement parce exactement comme la France faisait avec l'Algérie. Hein. On disait l'Algérie c'est la France, donc par exemple ils disent maintenant Kazan c'est la Russie. Non, Kazan c'est pas la Russie. Kazan c'est le Tatarstan. Ok, c'est un territoire qu'ils ont pris aux Tatars. Hein. Exactement pire. Et ils ont fait pire en Crimée, où là il n'y a plus un Tatar qui réside là-bas, hein. Et c'est une des grosses techniques de la colonisation russe de remplacer en fait la population locale qu'ils colonisent par des Russes. Bon, ils ont fait ça en Asie centrale. En Asie centrale, il y a des entreprises, il y a de l'industrie, mais ce sont uniquement des Russes qui travaillent dedans et qui la font marcher. Pareil pour les mines, en particulier les mines d'or. Dans les mines d'or, il n'y a pas un Kirghiz Kirghiz ou Tadjik qui travaille dans ces mines d'or. Seulement des Russes blancs, et ils travaillent parce qu'ils n'ont pas confiance dans les Kirghizes. Voilà. Donc ça, c'est vraiment de la colonisation, et c'est de la colonisation pure et dure. Donc maintenant, quand il s'agit de l'Ukraine, l'Ukraine aussi, c'est une colonie russe. Ok. Donc le tsar de Russie, ok, son titre était tsar de toutes les Russies. Alors pourquoi? Parce que des Russies, il y en a plusieurs, il y en a trois. Il y a la Grande Russie, avec sa capitale à Moscou, ok, et c'est celle à laquelle Lénine faisait référence quand à la fin dans son testament, à propos de Staline, il disait que Staline était un chauviniste grand-russien, de la Grande Russie. Hein, alors, bon, chauviniste grand-russien, ça veut dire suprémaciste blanc, hein, ni plus ni moins. Donc il y a la Grande Russie, il y a la Petite Russie qui est l'Ukraine, et il y a la Russie blanche qui est la Biélorussie. Ok, mais c'est pas fini. C'est que le tsar de toutes les Russies, ok, il avait aussi organiser la colonisation de la Pologne. En particulier, ils avaient fait en sorte, avec ces deux autres compères impérialistes et colonialistes, qui étaient la Prusse et l'Autriche-Hongrie, ils avaient partagé la Pologne en trois, et la Russie avait pris le plus gros morceau, 80%, quelque chose comme ça. Okay. Et du coup, le tsar russe, qui était russe, s'était déclaré roi de Pologne, alors qu'il n'a rien de polonais. Okay, mais il s'est fait rien, il s'était fait roi de Pologne. Et non seulement il était roi de Pologne, mais il s'était déclaré aussi duc
ou grand-duc de Finlande, parce que la Finlande était aussi une possession, c'est-à-dire une colonie russe. Et donc, par exemple, Lénine, au moment en juillet, pendant la Poutilov, etc., il est obligé de passer dans la clandestinité, il va se réfugier en Finlande. D'accord? Donc, et moi, je me suis toujours demandé, mais comment il a fait pour passer la frontière? Eh ben, en fait, il n'y avait pas de frontière, puisque c'était l'Empire russe. D'accord? Donc c'est ça la situation. Bon, sous l'Union soviétique, ok, la colonisation a continué parce que en particulier, enfin, où que ce soit, mais les soi-disant républiques et les soi-disant gouvernements des pays socialistes, en fait, c'était l'équivalent de, comme si aujourd'hui, en Algérie, le gouvernement algérien était dirigé par des harkis. C'est la même chose. Donc, on est dans une situation où on a bien affaire à une puissance coloniale, et une puissance coloniale pure et dure, parce que elle s'est bien arrangée pour empêcher tout avènement du néocolonialisme. Ce que les pays occidentaux, eux, n'ont pas réussi à faire. Okay, ils ont été contraints au néocolonialisme. Alors, qu'est-ce que le néocolonialisme par rapport au colonialisme? Mais en fait, la meilleure définition, c'est certainement celle de Napoléon. Okay, vu ce qu'il a fait à Haïti. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Haïti, qu'est-ce qu'on a fait? Après l'abolition de l'esclavage qui avait enthousiasmé les Haïtiens noirs, Toussaint l'ouverture, etc., Napoléon a eu l'idée complètement lamentable de rétablir l'esclavage. Donc, il a envoyé une armée. Il s'est arrangé pour faire kidnapper Toussaint l'ouverture, qu'il a envoyé en France, où il est mort dans des conditions absolument épouvantables. Hein. Et c'est ça qu'il a essayé de faire. Sauf que, Dessalines a pris le relais et a battu la France à plat de couture et a viré la France. Et Napoléon aurait dit, quand il était à Sainte-Hélène, donc à écrire ses mémoires, il aurait dit, oui, effectivement, Haïti, on a déconné. On aurait mieux fait, ou j'aurais mieux fait, parce que lui il parlait comme ça, j'aurais mieux fait de gouverner Haïti à travers Toussaint l'ouverture. Donc à travers Toussaint l'ouverture. Et ça, c'est la définition du néocolonialisme. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, entre la France et ses anciennes colonies. L'État colonial français, néocolonial, ne dirige plus directement ces pays. Hein, il est obligé d'en passer par l'intermédiaire de ces gouvernements locaux. Mais c'est des gouvernements locaux qui le manipulent, qui le met dans des situations financières absolument insupportables et épouvantables, et qui les mettent sous la dépendance de la France. Donc, alors, maintenant revenons à l'Ukraine, la Russie et les puissances occidentales. Donc, pourquoi l'Ukraine? Qu'est-ce qui se passe entre la Russie et, en gros, les puissances occidentales? Eh bien, c'est que, si on regarde l'histoire, en particulier à partir de 1918, donc jusqu'en 1918, la Russie contrôlait la plupart de l'Europe de l'Est, hein, que ce soit la Pologne ou la Finlande, etc. Et ce qui s'est passé avec l'écroulement du régime tsariste, c'est que les forces allemandes sont rentrées en Europe de l'Est, sont allées jusqu'en Ukraine, où elles ont instauré un régime quasi... elles n'ont pas pris le contrôle direct, l'administration directe de l'Ukraine, mais elles ont mis un gouvernement, plus ou moins fantoche, mais qui ressemble un peu à du néocolonialisme. Ok, donc peut-être un peu harki sur les bords, oui, vraisemblablement. Mais enfin, ils ont mis ce gouvernement en place. Arrive leur défaite sur le front occidental et ils sont obligés d'évacuer, de s'en aller. Et c'est les Russes qui reprennent. Et les Russes, mais là, les Russes soviétiques. Ok, mais ils reprennent. Hein, ils attaquent la Pologne, etc. Ils reprennent le contrôle.
Donc, plus ou moins, ils ont quand même un peu de mal. Mais enfin, globalement, ils sont de retour. Ok, arrive 1941. Et là, l'Allemagne recommence. Elle repart vers l'Est pour essayer de conquérir, y compris la Russie, et en faire une colonie. Et cette fois-ci, c'est pas du néocolonialisme qu'ils font. C'est du colonialisme pur et dur. Ok, c'est-à-dire qu'ils prennent la direction complète et directe, l'administration de ces régions. Ils ne se passent pas par l'intermédiaire, hein, ils ne dirigent pas à travers des gouvernements locaux. Non, ils dirigent directement. C'est ce qui explique un petit peu l'attitude de certains Ukrainiens qui ont accueilli bien les nazis quand ils sont arrivés, pensant que ils allaient les libérer du joug soviétique et puis des horreurs de l'Holodomor par exemple, ils ont dû déchanter. Ils ont déchanté parce qu'ils se sont rendus compte que les nazis étaient du pareil au même, voire pire. Ok. Et donc ils sont retournés et ils ont fait un peu comme Churchill, dit bon vaut mieux s'allier avec les Russes et les Soviétiques plutôt que de se faire battre par les nazis. Donc on en est là. Et donc en 44, 45, les Russes ont repris le contrôle et ils l'ont fait de façon non pas néocolonialiste parce que ça ils supportent pas, mais de façon colonialiste pure et dure, avec même des gouvernements qu'ils ont mis en place, mais qui est des gouvernements fantoches ou voire enfin harkis, hein, type harkis. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une sorte de mouvement d'avant entre en gros l'Allemagne et la Russie pour le contrôle de ces régions. D'accord, le contrôle néocolonial ou le contrôle colonial. Donc d'un côté la Russie veut contrôler ces régions de façon coloniale pure et dure, et de l'autre côté l'Allemagne se retrouve dans l'impossibilité de faire du colonialisme pur et dur, mais aussi du néocolonialisme du néocolonialisme, et est contrainte en quelque sorte à accepter d'être mise sur un pied d'égalité avec ces anciennes colonies russes qui apparaissent avec l'effondrement de l'Union soviétique, en les acceptant dans la communauté européenne. Et les relations entre les pays au sein de la communauté européenne, par exemple entre l'Allemagne et la Pologne, ça n'a rien à voir avec les relations que la France a avec le Maroc. La France peut maltraiter le Maroc, parce que c'est ce qu'elle fait, faut pas rigoler. Donc elle peut maltraiter la France peut maltraiter le Maroc, mais si le Maroc, comme il le demande, rentrait dans l'Union européenne, il serait obligé de traiter le Maroc comme la Pologne, comme la Pologne est traitée par l'Allemagne, c'est-à-dire en respectant des règles, en se soumettant, en acceptant une certaine égalité, ce qu'on peut appeler du post-colonialisme. Donc maintenant la question c'est dans cette affaire, est-ce qu'il faut prendre le parti des Occidentaux ou est-ce qu'il faut prendre le parti de la Russie, hein? Est-ce qu'il faut prendre le parti des Occidentaux comme en Ukraine, ou est-ce qu'il faut prendre le parti de la Russie comme en Afrique, en particulier dans les puissances, les pays occidentaux, enfin les anciennes colonies françaises. Bon, le problème c'est que ce soit les Occidentaux ou la Russie, sont des puissances coloniales. L'une contrainte au néocolonialisme et au postcolonialisme, l'autre qui essaye de passer en force avec du colonialisme pur et dur. Est-ce que ça veut dire qu'il faut choisir l'un comme l'autre? Non. Ok? Mais surtout, ça veut dire que, parce qu'en fait, la solution, c'est pas de choisir l'un ou l'autre. La solution, c'est d'imposer le post-colonialisme. C'est-à-dire, le colonialisme pur et dur, on n'en veut pas. Le néocolonialisme, pas non plus. Il faut arriver à une situation de relative égalité entre les puissances, les anciennes puissances coloniales, et puis les colonies. Donc en fait, ce qui se passe quand on pose ces questions en termes de choix, est-ce que je soutiens la Russie ou je soutiens les Occidentaux, c'est un dialogue de sourds. Parce qu'en fait, ce qui est le raisonnement qui sous-tend tout ça, c'est l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Ok? Donc parce que l'ennemi des puissances des colonies françaises, c'est la France, je vais choisir l'ennemi de cet ennemi, c'est-à-dire la Russie. Inversement, avec l'Ukraine, l'ennemi de l'Ukraine, c'est la Russie,
Et donc, je vais choisir l'ennemi de l'ennemi, à savoir les pays occidentaux. Bon, ça marche pas, ça. C'est complètement... il faut... Il n'y a pas à faire de choix comme ça, parce que ça revient à choisir entre des puissances coloniales. On n'a pas à choisir, à mon avis, on n'a pas à choisir entre des puissances coloniales, on a à les décoloniser. Il faut décoloniser la Russie, et il faut décoloniser les pays occidentaux, complètement. Donc ça, leur imposer à tous les deux le post-colonialisme. Bon, voilà, en gros, c'est ce que je voulais dire.